Les travaux de l'Assemblée nationale se poursuivent. La séance en commission du vote du projet de loi portant code électoral se profile. La date sera connue après la réunion des présidents de commission ce jeudi. Premier jour du sommet Russie-Afrique, le président Vladimir Poutine annonce de grandes mesures telles que la prochaine livraison de près de 50 000 tonnes de céréales à 6 pays africains. Le Tamkharit, ou la fête d'Ashura, est communément célébrée en ce jour par les musulmans. Dans les ménages, les femmes s'affairent dans les préparatifs du couscous, très significatif. Ce moment est un privilège aussi à la conversion. Il ne reste que des heures avant le coup d'envoi de l'Afrobasket 2023 à Kigali. Les Lions du Sénégal ont fait les derniers réglages. Elles annoncent d'être décisives. Le Sénégal est logé dans le groupe C avec le Mali et l'Ouganda. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les travaux se poursuivent à l'Assemblée nationale. Ça sera sans répit que les députés vont trancher sur le projet de loi portant code électoral. Avant celui-ci, prévu le début de la semaine prochaine, les présidents de commission et les vice-présidents se sont réunis ce jeudi en réunion à l'Assemblée nationale. Ils fixeront une date de la séance en commission prévue en fin de semaine. Le projet de loi portant code électoral, une des propositions issues des conclusions du dialogue national, lancé en fin mai, va être présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Il sera chargé d'en exposer les motifs et de soutenir les discussions. À l'Assemblée nationale, un autre sujet affiche un désaccord. Celui-ci est matérialisé par un recours déposé hier, mercredi, par les députés de la coalition EU Askanui. Aux 7 sages du Conseil constitutionnel, il a été demandé de lancer la procédure pour abroger le projet de loi 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale et celui portant révision de la Constitution. Sur le dernier recours, les députés de l'opposition, avec comme président du groupement parlementaire Birame Souleye Diop, souhaitent un remplacement par les dispositions des articles 29 et 87. De décision prise à la dernière minute risque d'apporter des changements dans le processus enclenché des travaux. L'interjection appel du parquet de Dakar annule la procédure de l'ordonnance de refus de placement sous mandat de dépôt de El Malick Ndiaye. Il faudra dans un mois s'attendre à une décision définitive de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar. Il se prononcera sans doute, selon l'avocat de la défense, Maître Moussa Sarr, du chargé de communication de PASTEF. Les faits pour lesquels El Malick Ndiaye avait été arrêté sont les suivants: appel à l'insurrection et diffusion de fausses nouvelles et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Le village situé à Bissari-Djounkuya, situé à 6 km de Sédhiou, manque presque de tout. L'accès aux services sociaux de base n'est pas effectif. Les populations, dans le désarroi, interpellent l'État pour l'inclusion du village dans les politiques de désenclavement pour son développement. Demba Correa, président des jeunes, au micro de Mame Ndiaye. Le problème fondamental de notre village, c'est le problème de la route qui nous cause problème d'abord, en premier lieu. Deuxième point, l'électricité, on n'a pas de courant. Tu as vu notre centrale là, ça ne marche plus. Ils ont pris les batteries. Maintenant, on est là comme, c'est là comme la forme, voilà, comme on a le courant et panneau solaire, mais il n'y a rien dedans. Oui. L'agriculture et le maraîchage et l'élevage. Oui. Notre case de santé, c'est très faible. Oui. Il y a ça aussi, qui est notre difficulté. Oui. Notre école aussi. Tu as vu l'école, ça nous manque des zinc pour construire une dernière classe. On a 6 classes construites, ça nous manque une 7e classe pour construire. Non, les briques que vous avez vues là, on a fait la cotisation dans le village, avec les jeunes du village encore. Ça compte 5 000 francs pour payer du ciment. Oui. C'est cette cotisation-là qui a causé ces briques-là là-bas. Ça fonctionne, mais ça fonctionne peu. Ça ne marche pas comme ça devait marcher. Oui. Parfois, tu as à la case de santé, les médicaments que tu as besoin, tu n'auras pas ça là-bas. Oui. On avait une sage-femme là-bas, plus Sekou Tamba qui est là-bas, mais Notre-Dame, elle est partie à Sédhiou actuellement. Il reste que Sekou dans la case de santé. Bien vrai, on est proche de Sédhiou, mais si on a ces cas pareils,
quand tu appelles quelqu'un, par exemple un chauffeur à Sédhiou, pour venir te prendre ici à Djunkia, il te dit 6 000 francs, hein, ou bien 7 000 francs, la route de Djunkia n'est pas bonne. Pour se déplacer, pour venir ici à Djunkia, il te dit 6 000 francs, 7 000 francs pour venir. Surtout en période d'hivernage. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai payé 10 000 francs pour venir à Djunkia, au nom de ma mère. De Sédhiou à Djunkia, j'ai payé 10 000 francs pour un véhicule pour venir ici à Djunkia. Mais le problème est que c'est la route qui nous cause problème. S'il y avait une route qui est bonne, on n'aura pas ces problèmes-là. De Djunkia à Sédhiou, au moins 2 000 francs au maximum, ça. Au maximum 6 km, pour faire une distance de 6 km. À 2 000 francs. À 2 000 francs. Tu veux venir à Djunkia, mais à cause de la route, c'est ça qui nous cause problème. C'est ça. La surcharge dans les transports urbains, un comportement qui n'est toujours pas délaissé à l'aune du profit par les conducteurs. Sa récurrence entraîne beaucoup d'accidents qui sont tragiques, comme le dernier en date à Louga, où 26 morts ont été dénombrés. Conscients de ce fait, transporteurs et usagers militent pour le respect de la sécurité routière. Reportage Emmanuel Sarr et Chertigan Cham. La circulation routière ne cesse de surprendre au Sénégal. L'accident survenu hier sur la route de Louga a entraîné la mort de 26 personnes et 56 blessés. La plupart des accidents de la circulation sont causés par l'indiscipline des chauffeurs, soit par l'état désastreux des routes. Les comportements sont à déplorer. Tout se repose sur l'indiscipline des chauffeurs. Ils ne respectent pas les mesures de la sécurité et leurs véhicules de transport sont aussi toujours surchargés, alors que toutes les règles ont été apprises, mais ils ne les respectent pas. Le gouvernement du Sénégal avait établi 23 mesures de sécurité routière en janvier dernier pour réduire les accidents de la route. Leur application est remise en question. Il y a une crise des valeurs au Sénégal. À chaque fois qu'on adopte des mesures de sécurité, les applications manquent de suivi. Ici au Sénégal, à chaque fois qu'il y a une tragédie, le gouvernement prend des mesures, mais il manque toujours de suivi. C'est l'appareil dans lequel le secteur d'activité, même le nettoiement des routes ne sont plus respectés. Il attend toujours au dernier moment pour venir. Les sanctions judiciaires ne sont pas fortuitement appliquées selon ces conducteurs qui proposent des solutions. Je ne pense pas que des sanctions judiciaires peuvent éradiquer ce phénomène. On doit revoir nos valeurs morales. Le ministre a parfaitement raison d'insister sur des sanctions car c'est son rôle. Ces sanctions seront-ils applicables à tous les citoyens? On l'ignore. Pour que les accidents de la route soient réduits, l'État doit jouer son rôle, de même que les chauffeurs et les transporteurs. Ils doivent tous se réunir, y compris les contrôleurs routiers, afin de retrouver des solutions. Les accidents de la circulation constituent un phénomène de plus en plus inquiétant de par leurs ampleurs, avec des dommages en matière de perte de vies humaines et de dégâts matériels importants dans le pays. Les accidents de la route tuent officiellement plus de 700 personnes chaque année au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur, en visite hier sur les lieux de l'accident, a annoncé le maintien strict et le respect des mesures de sécurité routière, se référant sur l'application des sanctions judiciaires. L'actualité, c'est aussi ce boycott des étudiants qui risque de s'accentuer si des solutions idoines ne sont pas apportées. L'université Amadou Mahtar Mbow est en proie à des tensions entre l'administration et les étudiants. Les apprenants dénoncent le mutisme des autorités face à l'expansion universitaire, à l'expression d'une journée sans uniforme hier. Cette alerte serait qu'un signe d'avertissement en guise d'interpellation aux autorités universitaires sur la situation. Le collectif des étudiants compte maintenir la révolution. Parlons à présent de cette actualité. La fête de la Tamkharit est célébrée en ce jour. Les festivités dans les familles avec le fameux couscous, bien qu'apprécié dans sa dimension d'unité, de partage et de cohésion. Tamkharit est aussi un moment de prière. Reportage Emmanuel Sarr et Fatima Bintounour. La fin d'année chez les musulmans, tel que le Tamkharit qui correspond à ce jour, est très spéciale. Nous sommes ici à Yoff, dans cette maison familiale. Une quinquagénaire trouve Tamkharit très important dans sa particularité.
particularités culinaires. Une spécificité est toujours prise en compte, le couscous. Cette pratique est une tradition ancestrale. Avec une très bonne cuisson du couscous, nous avons prévu tous les ingrédients tels que les légumes, la viande. Notre famille est très attachée à cette cuisine qui est un régal pour tout le monde. En attendant que le dîner soit servi, l'engouement autour de cette célébration de la fête de Tamkharit s'installe. Ce daïra de la famille Layène vit sa foi dans le partage. Nos grands-pères faisaient ce geste de partage pour aider les plus démunis. Pour un seul peu tué, tout le monde en avait sa part. Aujourd'hui, nous rendons perpétuelle cette tradition en tuant 13 bœufs cette année. Nous en avons fait plus de 1000 dons. Les musulmans du monde entier accordent une importance capitale à la valeur spirituelle de Tamkharit, une reléguant au second plan la communion des saints. En ce jour, nous commémorons tous les saints qui ont cru au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce jour est pour nous un fort moment de conversion. En cette nuit précise, propice pour Dieu de choisir les êtres vivants qui auront la grâce de la vie et qui croiront en lui, nous le prions de nous préserver de tout mal. Traduction 5. Des prières élevées vers Dieu pour la paix et la bonne cohésion et l'unité à l'image des festivités dans toutes les familles. Le Tamkharit doit aussi renvoyer à la commémoration des saints et martyrs, fervents disciples du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une occasion que le croyant musulman doit saisir en ce jour béni pour confesser tous ses péchés à Dieu. Voici les propos de Seydina Issa Laye Maktar, petit-fils de Seydina Limamou Laye, pour plus de précision. Yàlla dafa dogal Ashura di bisu naxar. Un jour qui nous rappelle beaucoup d'événements malheureux, car c'est le jour où tous les prophètes ont vécu des moments de douleur, mais aussi c'est le jour où Dieu a pardonné tous les prophètes qu'il avait punis. On peut prendre l'exemple du prophète Younous ou bien le prophète Ousseynou, qui est plus fréquent. C'est-à-dire lorsqu'on a attaqué sa famille et on a coupé sa tête et que les auteurs de ces crimes étaient des musulmans. C'était ce jour. Tamkharit est aussi un jour de prière pour demander le salut d'Allah. C'est pourquoi je suis inquiet quand je vois des musulmans fêter cette journée avec des danses et chants et des déguisements dans un contexte du sens même de cet événement religieux. Ce jour doit beaucoup nous enseigner à faire des démarches de conversion. ci ay histoire yoo xamante ne dafa bokk ci histoire jullit ñi. Je l'évoquais dans les grands titres, dans une vidéo, ils ont confirmé à visage découvert d'avoir revendiqué la tentative de coup d'État au Niger. Le colonel-major Amadou Abdraman justifie ce coup de force suite à la dégradation réelle de la situation sécuritaire et la persistance de la mauvaise gouvernance sous le régime du président actuel, Mohamed Bazoum. Les militaires responsables du putsch se sont constitués autour du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'était à l'issue des pourparlers qui ont échoué que l'armée est lancée un ultimatum à la garde rapprochée, selon une source proche de la présidence. Mercredi matin, tant les accès à la résidence du président qu'au bureau de la présidence qui se trouve dans le même périmètre étaient interdits. Aucun déploiement militaire anormal a été noté, ni des bruits de tir dans la zone. Dans un tweet, la présidence du Niger fait savoir que le président Mohamed Bazoum et sa famille se portent bien. L'armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde rapprochée impliqués dans un mouvement d'humeur d'un probable échec de ralliement s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Le putsch au Mali a fait réagir plus d'un dans le continent et sur la scène internationale. La CEDEAO a condamné via un communiqué vigoureusement ce qu'elle considère comme une prise de pouvoir par la force. Son président Moussa Faki Mahamat exige la libération pure et simple du président Mohamed Bazoum par les militaires du CNSP qui a été élu démocratiquement. Cet acte antidémocratique ne serait sans suite aux yeux des institutions. La CEDEAO et la communauté internationale comptent tenir comme responsables les militaires de la sécurité et de la sûreté du président, des membres de sa
famille, du gouvernement et du public en général. Le président Macky Sall a pour sa part réagi dans un tweet après le putsch au Niger, je cite « Je condamne fermement le coup d'état militaire au Niger contre un président démocratiquement élu. La prise de pouvoir par la force est inacceptable. La sécurité et la sûreté du président Mohamed Bazoum et de sa famille doivent être préservées et l'ordre constitutionnel restauré. » Fin de citation. Le Niger est l'une des nations les plus sujettes au coup d'état dans le monde, avec 4 depuis son accession à l'indépendance en 1960, ainsi que de nombreuses tentatives de coup d'état. Le dernier a eu lieu en février 2010, renversant le président de l'époque, Mamadou Tandjan. Intéressons-nous à présent à cette actualité phare. À l'ouverture du sommet Russie-Afrique, des rassurances ont été vite données par le président Vladimir Poutine aux chefs d'État africains qui ont été au nombre de 17, soit 26, 2 mois de ce qui était prévu à Saint-Pétersbourg. Les inquiétudes d'antan sur les exportations de céréales ukrainiennes peuvent à présent s'effacer. C'était né du retrait de Moscou de l'initiative de l'accord céréalier en mer Noire. Devant les chefs d'État africains, le chef du Kremlin annonce la livraison gratuite de 25 à 50 000 tonnes de céréales à 6 pays d'Afrique que sont le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l'Érythrée. Dans son discours inaugural, le président Poutine a évoqué sa vision des relations russo-africaines et la formation d'un leadership d'un nouvel ordre mondial. Dans les séances et tables rondes prévues durant ce sommet, deuxième du genre, les dirigeants africains et le président Vladimir Poutine évoqueront aussi les conditions propices à une voie vers la paix entre la Russie et l'Ukraine. Le sommet Russie-Afrique se tient du 27 au 28 juillet 2023 en présence de 49 délégations. Sport, à présent, le lancement des initiatives des Jeux Olympiques de Paris 2024 est officiel. Après 6 longues années de préparation, le Sénégal est bien représenté à ce grand rendez-vous de compétition sportive. La délégation sénégalaise, sous la direction du président du Comité national olympique et sportif sénégalais, Diagne Ndiaye, était aux côtés de celle de la France, du Comité international olympique de l'Australie et des États-Unis. La France accueillera 15 000 athlètes, des délégations de 206 pays et 2 à 3 millions de spectateurs. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique du programme Terre de Jeux lancé par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. En 2026, Dakar organisera la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse cet été, une première en Afrique d'un événement olympique. Un jumelage Paris 2024 et Dakar 2026 a été consolidé par la signature d'une convention affirmant les liens entre les deux comités d'organisation dans un projet de coopération internationale autour de l'importance du sport pour la jeunesse et le développement. Les Lions de basketball du Sénégal sont dans les derniers mises au point en moins de 24 heures de l'Afrobasket Kigali 2023. Elles ont fait une très belle entrée en cette compétition en battant la République démocratique du Congo 71 à 53 à Kigali lors d'un match préparatoire. L'équipe du Sénégal partage le groupe C avec le Mali et l'Ouganda. Elles se disent très confiantes d'enregistrer de très belles prestations. Écoutons Mathilde Diop, ailière de l'équipe nationale du Sénégal. Des adversaires de taille, je dirais, parce que bon, toutes les équipes se valent ici. On va les prendre, comme je dis, match par match. On sait qu'on a l'habitude de jouer le Mali et que ça a toujours été un derby, entre guillemets, donc on va les préparer au mieux. Même chose pour l'Ouganda, donc on va les prendre match par match. On n'a pas de pression, on sait ce qu'on vaut. Donc on va essayer de le montrer à chaque match pour atteindre la plus haute marche du podium, Inch'Allah. On est prête, on s'entraîne depuis 2 mois quasiment pour ce moment-là, donc l'état d'esprit est bon, tout le monde est prêt. Confirmer le travail dur qu'on a accompli depuis 8 semaines, donc ça fait du bien quand même, ça fait du bien, même si on sait qu'on va s'attendre à plus, parce que ça va être encore plus dur, donc on va les prendre match par match. On a appris de nos erreurs du premier match, même si c'était pas nous complètement, mais ça nous a beaucoup appris, surtout nous qui venons de découvrir l'Afrobasket. Donc ça nous a donné une idée de ce à quoi ça va ressembler en fait. Donc on a rectifié au deuxième match. Je suis très excitée parce que bon, tout ça a été un rêve depuis toute petite, donc j'espère que tout va bien se passer, Inch'Allah. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente